Satan était très présent dans la pensée de Carl Schmitt. Mon ami par rapport à ces catégories fondamentales et qui est mon ennemi par rapport à ces catégories. Qu'un peuple qui n'investit pas la politique, c'est un peuple qui est mort, un peuple faible et un peuple qui meurt. De l'Italie fasciste, ils en parlaient comme étant une démocratie qualitative. C'est l'État qui définit qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. Mais encore faut-il que l'État soit l'incarnation de la souveraineté populaire. Que Dieu crée le monde, il établit des lois, le fonctionnement de la nature, mais quand Dieu le veut, de manière libre et souveraine, il peut suspendre les lois de la nature, c'est-à-dire les récupérer, et produire quelque chose de totalement libre qu'on appelle un miracle. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand on disait à la majorité des Marocains que l'Arabie Saoudite était un allié d'Israël, personne ne vous avait pris au sérieux. L'ennemi et l'ami deviennent de plus en plus visibles aujourd'hui parce qu'on est dans une période de crise de plus en plus prononcée. Où Charles de Gaulle avait, en tant que militaire et en tant que héros de la libération, avait les pleins pouvoirs. Et il a décidé de mettre en place une constitution. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es juriste de formation, mais également journaliste, et je rappelle que tu es membre fondateur d'un mouvement d'idées qui s'appelle Ribat al-Hikma, qui se veut un mouvement alternatif en termes d'idées, en termes d'idéologie, dont le but et la finalité étant de contribuer à faire émerger un logos marocain, une forme de logiciel marocain qui part de la réalité marocaine et du socle de valeurs du Maroc, pour appréhender différentes thématiques, au niveau politique, culturel, économique, etc. Et donc aujourd'hui, ça va être l'occasion d'aborder l'une des thématiques majeures, qui normalement doit être en filigrane par rapport à toutes les autres thématiques, c'est la question de la souveraineté. Exactement. Et dernièrement, je rappelle pour ceux que ça intéresserait d'aller lire l'article que tu as publié, qui représente une forme de porte d'entrée à la pensée de Carl Schmitt et qui aborde l'un des concepts clés, qui est celui de la dialectique ami-ennemi en tant que définition du politique. Et partant de là, peux-tu nous donner une lecture synthétique de ce concept-là? Qu'est-ce qu'entend Carl Schmitt par le concept de dialectique ami-ennemi et du politique en tant que dimension? Merci Rachid, déjà merci pour la présentation. Déjà pour parler de Carl Schmitt, il faut le situer historiquement. Permets-moi juste de faire un petit peu avant d'intégrer on va dire directement la pensée de Carl Schmitt, il s'agit d'abord de le situer historiquement. Et la pensée de Carl Schmitt a émergé, on va dire, dans la période où on va dire, les démocraties parlementaires et les États-nations étaient englués dans de l'instabilité et dans on va dire, des ordres économiques et politiques délétères, notamment le passage de la Wehrmacht, le passage de la République du Weimar de Bismarck à la République du Weimar, et ce qui a été pour Carl Schmitt, on va dire, un tournant dans sa pensée. Et à partir de là, Carl Schmitt a vu toute la laideur et toute l'imposture de ce qu'on pourrait appeler la démocratie parlementaire ou la démocratie libérale. Et donc, raison pour laquelle Carl Schmitt n'est pas un penseur, on va dire, neutre, un juriste neutre. Carl Schmitt, en fait, son œuvre est, on va dire, c'est une œuvre violente contre le libéralisme politique et contre la modernité politique et juridique. Et donc, avant d'être d'un juriste, Carl Schmitt est un penseur politique. Et pour revenir à l'article dont tu as parlé, alors je serai un peu plus humble parce que ce n'est pas une porte d'entrée à la pensée générale de Carl Schmitt, qui est, on va dire, une pensée chorale, où il y a il y a de l'anthropologie du droit, de la sociologie du droit, de la philosophie politique. Mais justement, c'est par rapport à sa pensée politique et à son livre Notion politique où il parle de cette dialectique ami-ennemi. Alors, la dialectique ami-ennemi, en réalité, pour Carl Schmitt, pour la comprendre, il faut comprendre d'abord les références de Carl Schmitt. Ces premières références sont d'abord en tant qu'allemand, en tant que germaniste, en tant que penseur de ce qu'on pourrait appeler Marx, l'idéologie allemande, c'est un hegelien, mais c'est un hegelien de droite. Et on va dire, ses maîtres à penser, ce sont les contre-révolutionnaires français, Louis de Bonald, Joseph de Maistre. Et cette pensée, il a beaucoup été influencé par la pensée des contre-révolutionnaires français. Et à partir de là,
il a émis, on va dire, il a émis une critique chrétienne, catholique, du monde moderne. Parce que Carl Schmitt était un fervent catholique. Et d'ailleurs, c'est extrêmement présent dans sa pensée. Et d'ailleurs, le concept de Satan est extrêmement présent dans la pensée de Carl Schmitt. Et pour résumer, la pensée chrétienne est celle de la pensée du péché originel. Et qu'à la base, il y a le mal dans l'ordre social. C'est-à-dire que l'ordre social, c'est la formalisation d'une guerre. Donc il y a un vainqueur et un vaincu. Mais à partir de là, se déploie l'ordre politique. Donc le politique, on va dire, c'est un prérequis, c'est un préalable, on va dire, au droit, à la légalité, à la démocratie, à l'idéologie. Donc le politique, c'est le début de tout. Car à l'origine, il y a le mal. Là, on peut rejoindre en termes de philosophie politique, il rejoint Hobbes, même si après, on va dire, il désavoue Hobbes par rapport à sa notion du contrat. Car Schmitt ne croit pas au principe, on va dire, de Rousseau du contrat social, de l'ordre politique nouveau, mais il considère que l'ordre naturel, qui est en fait le mal, c'est-à-dire qu'on a l'histoire du péché originel et de l'humanité qui se retrouve, on va dire, punie par l'ordre divin et donc forcée de quitter cet ordre paradisiaque et revenir et vivre sur terre avec le mal et le bien. Et donc, il y a comme je disais, Satan était très présent dans la pensée de Carl Schmitt. Donc, il y a on va dire, à l'origine de l'ordre social, il y a un mal, et ce mal a dû être combattu. Et pour combattre le mal, il faut avoir, on va dire, c'est ce qu'appelle Schmitt dit d'ailleurs, si on veut la fin, il faut aussi vouloir les moyens. Et donc, pour Schmitt, il faut combattre le mal par le mal. D'ailleurs, rappelons, si tu permets, que cette thématique, on la retrouve dans différentes mythologies, où à chaque fois, il y avait le chaos, et du chaos a émergé un ordre. L'émergence de l'ordre est toujours violente, notamment dans la mythologie grecque, où les dieux de première génération vont être combattus par leur progéniture, les titans contre les dieux, et à la fin, on aboutit à un ordre harmonieux, un ordre naturel, mais qui est toujours précédé par un chaos, c'est-à-dire par une forme de difformité, voire de violence dans certaines mythologies. Raison pour laquelle rappelons, alors là, je vais te tendre la perche. Rappelons que bien que Carl Schmitt est effectivement chrétien, quand il fait de la philosophie du droit et de la politique, il met de côté les catégories du bien et du mal, qui sont des catégories morales absolues, pour les utiliser dans un contexte beaucoup plus, pas conjoncturel, mais contingent et fluide. Donc l'ennemi n'est pas l'ennemi mortel de toujours, ce n'est pas l'ennemi religieux. Alors déjà l'ennemi, ce qu'il faut comprendre pour histoire de clarifier les choses aux personnes qui regardent cette vidéo, l'ennemi chez Carl Schmitt, c'est l'ennemi public et non pas l'ennemi privé ou personnel. Donc on parle ici on va dire de deux anthropologies qui s'affrontent. Parce que pour Schmitt, on va dire les idéologies, ce n'est qu'une formalisation de deux anthropologies qui s'affrontent, deux mondes qui ne peuvent pas coexister. Pour revenir à la question de la question du bien et du mal, c'est que justement Schmitt, quand il parle de la question, quand il invoque les catégories morales, c'est justement pour ne pas qu'elle grille l'analyse, on va dire plutôt Donc c'est pour ne pas trahir les catégories morales que l'on ne va pas les introduire dans le champ du politique. Parce que le politique est à la base précédé par ce qu'on appelle le mal. Et donc à partir de là, quand on est dans le politique, il faut on va dire, se préparer à l'éventualité de faire du mal. Donc à partir de là, les catégories morales, pour les conserver, doivent sortir du champ politique. En même temps, tu rappelais tout à l'heure que l'ennemi chez Carl Schmitt, c'est un ennemi objectif. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'objet d'une haine particulière. Il n'est pas choisi, en fait. Voilà, il n'est pas choisi, il n'est pas l'objet d'une haine. C'est-à-dire qu'il est un ennemi du fait du positionnement idéologique. Mais il n'y a pas de côté, comme tu as dit, il n'y a pas un côté personnel. Ce n'est pas l'ennemi personnel. C'est comme, par exemple, c'est comme quand il parle de l'esclave. C'est vrai que c'est froid, ça peut choquer quand on lit chez Carl Schmitt sa position par exemple sur l'esclave. Quand il parle de l'esclave à la base pour lui c'est un ennemi vaincu et que potentiellement parce qu'il est esclave il est dangereux.
Et ce n'est pas parce que, en tant qu'humain, je suis pour l'asservissement d'un autre être. Mais on va dire la pensée de Carl Schmitt, elle est particulière de par on va dire on va dire son positionnement, on va dire synchronique déjà. On est sur la fin plutôt sur le début du XXe siècle, qui était un siècle violent, violence sociale, violence économique, violence politique. À peu près dans l'entre-deux-guerres. Exact. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai rappelé que Carl Schmitt avait pour maître à penser, bon, certes Hegel, mais aussi surtout les contre-révolutionnaires français, c'est parce que Carl Schmitt, il a compris de la part de ces penseurs-là que la naissance de la modernité politique s'est faite dans le sang et avec les moyens du mal. Le déracinement, le meurtre, on va dire les génocides vendéens, les massacres des populations paysannes, le déracinement des régions de leur patrimoine linguistique et religieux des fois aussi. Donc Carl Schmitt n'était pas dans une admiration béate de la modernité politique, contrairement à ses contemporains. D'accord, donc pour revenir au concept de dialectique ami-ennemi, c'est-à-dire que quand Carl Schmitt nous dit que le politique, qui n'est pas la politique en tant que pratique, le politique en tant que dimension inhérente à toute société humaine, quand il dit que le politique est le lieu d'expression de la dialectique ami-ennemi, qu'est-ce qu'il entend par là, dialectique ami-ennemi, concrètement, au niveau du champ politique? Il faut comprendre que Carl Schmitt, c'est un penseur de crise. C'est-à-dire que la dialectique ami-ennemi, elle ne se cristallise qu'en période de crise. C'est-à-dire que c'est en période de crise que les faux antagonismes, on va dire, n'apparaissent plus ou bien sont mis de côté. Et c'est là où apparaissent en fait, on va dire, les vraies dissensions. Si on veut donner un exemple, on va dire, contemporain, pour parler rapidement du Maroc, le Maroc aujourd'hui vit ce qu'on appelle un moment schmittien, dans le sens où il y a eu un décisionnisme d'État qui s'est déployé, et surtout on a aujourd'hui devant la portée de cette crise deux camps qui apparaissent. C'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui dans du conservatisme épidermique ou bien dans du libertinage ou plutôt du libéralisme de mœurs et sociétal, c'est-à-dire ce faux antagonisme qu'on a voulu nous vendre, mais on est aujourd'hui dans un antagonisme sur des questions qui sont vitales aujourd'hui. À titre d'exemple, les solutions économiques à donner à cette crise. Aujourd'hui, on voit des dissensions profondes au sein que ce soit des élites ou bien des élites. Donc c'est un moment schmittien. Et c'est à partir de là où là, aujourd'hui, on a des amis et des ennemis. C'est-à-dire on a deux camps qui se forment et dans ces camps-là, il y a plusieurs tendances, des gens qui viennent peut-être par exemple, dans les personnes qui sont anti-austérité, si on veut être... on trouvera des personnes de gauche, des personnes de droite, des conservateurs, et en fait qui se regroupent dans un camp et ce schisme-là, cette dialectique-là, on va dire, se met en place. Donc on est dans des moments de crise, on a affaire à des catégories tellement fondamentales que les clivages engendrés par cette problématique-là ne permettent aucun compromis du tout. Exact. On se retrouve dans une guerre où effectivement il doit y avoir un ennemi, je peux définir en fonction de mon positionnement idéologique qui est mon ami par rapport à ces catégories fondamentales et qui est mon ennemi par rapport à ces catégories fondamentales. Et alors là j'ai une question. Parce que quand on parle de l'État, avec un grand E, il y a deux niveaux de rapport au monde. Alors il y a la politique intérieure, où se déploie la dialectique ami-ennemi, notamment en temps de crise, comme tu l'as évoqué, et puis il y a la dimension internationale. Oui. Et de ce point de vue, a priori, tu me corrigeras si je me trompe, on pourrait qualifier l'approche schmittienne de réalisme politique, une forme de réalisme dans les relations internationales. C'est-à-dire qu'un État a des intérêts nationaux qu'il formule, et en formulant ces intérêts nationaux, émergent naturellement des ennemis et des amis. Tout à fait. D'ailleurs, pour Schmitt, on va dire le pendant sur la politique internationale de la dialectique ami-ennemi, c'est la dialectique guerre-épée. Dans le sens où les relations internationales, en fait, quand on est dans un réalisme absolu, il y a deux ordres qui s'articulent. Mais effectivement,
on va dire ce qui est difficile dans un État moderne, c'est de définir quels sont les intérêts, surtout on va dire dans la période actuelle, c'est de définir quels sont les intérêts nationaux. Et c'est pour ça que je rappelle souvent que pour Carl Schmitt, l'a priori, c'est que le peuple investisse le champ politique, pour qu'on parle de dialectique ami-ennemi, pour que on va dire que pour que ce moment schmittien on va dire, se réalise. Il faut d'ailleurs, quand Schmitt dit qu'un peuple qui n'investit pas la politique, c'est un peuple qui est mort, un peuple faible et un peuple qui meurt. Et quand on parle d'intérêts nationaux, il faut les définir. Et pour les définir, il faut investir le champ politique. Et quand on dit politique, on ne parle pas forcément de la politique parlementaire, on va dire du théâtre, du spectacle parlementaire. On parle surtout d'intégrer, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la métapolitique. Donc, intégrer en fait toutes ces catégories-là. Et quand on définira d'abord les intérêts nationaux, on pourra les déployer dans ce qu'on pourra appeler une doctrine de politique extérieure. Et où on va définir nos amis et nos ennemis. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que Mussolini, lorsqu'il parlait de l'Italie fasciste, il en parlait comme étant une démocratie qualitative, qu'il distingue de la démocratie quantitative qui est effectivement un spectacle, qui ne permet pas au vitalisme populaire de trouver des canaux d'expression en vue de définir les grandes catégories au niveau de la métapolitique. Et donc, une autre question par rapport à cela, c'est qu'au niveau des relations avec d'autres pays, en partant du point de vue de l'école réaliste des relations internationales, l'État, effectivement, en formulant des intérêts nationaux, avec tous les prérequis que tu viens d'évoquer, fait en sorte que se définissent des amis et des ennemis, et de cette dialectique-là peut effectivement évoluer en parallèle une dialectique de guerre et paix qui n'est pas obligée d'être une guerre frontale, qui peut être une guerre économique, une guerre informationnelle, une guerre culturelle, mais qui peut être une guerre réelle. Oui. Or, au niveau de la politique intérieure, est-ce que la limite établie par l'État, c'est que cette dialectique ne doit jamais atteindre la violence physique, et donc la guerre civile? Donc ça doit demeurer une dialectique idéologique, une dialectique conceptuelle. Parce qu'effectivement, il y a le monopole de la violence et que l'État ne peut pas tolérer que cette dialectique prenne une forme violente à l'intérieur de ses frontières. Par contre, il peut le tolérer à l'extérieur de ses frontières. Alors là, en fait, on revient en fait au fait de qui définit en réalité l'ami et l'ennemi. C'est que dans la notion de politique, pour Carl Schmitt, c'est le souverain, donc c'est l'État en fait. Donc c'est l'État qui définit qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. Mais encore faut-il que l'État soit l'incarnation de la souveraineté populaire. Donc il faut qu'il y ait une légitimité de l'État en tant que dépositaire de la souveraineté populaire. Exact. Et à partir de là, on peut déployer on va dire la dialectique en fait, au niveau national. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir ce débat sans parler en fait du Maroc. On pourra en parler peut-être après ou dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, au Maroc, ce qui manque, que ce soit en termes de politique intérieure ou de politique extérieure, à mon humble avis, c'est l'absence d'une idéologie nationale, d'une théorie politique nationale. Ce qu'on appelle l'idée nationale. Exact. Il y a des récits nationaux, et des récits, on va dire, qui sont, on va dire, pour parler un peu du réalisme schmittien, on va dire, des récits efficaces en termes de mobilisation de l'imaginaire et aussi de ce que tu appelles de l'énergie calorifique des citoyens. On peut parler par exemple de la marche verte qui est en fait qui quelque part la naissance en fait de la nation marocaine dans une démarche de conquête. Mais disons que les contingences historiques sont ce qu'elles sont, et donc l'État on va dire, a laissé faire, on va dire, la société de consommation via la libéralisation de l'audiovisuel, a laissé faire en fait entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler le privé, investir l'imaginaire des Marocains, et il s'est retiré en fait de sa prétention à écrire un récit national et à mobiliser en fait toutes les couches sociales derrière un projet. Et en fait, le problème, c'est que d'un point de vue institutionnel et politique, nous en avons les moyens vu la verticalité du pouvoir, et on l'a vu en temps de crise. D'accord. Alors, pour aller plus loin dans notre développement, alors tu as parlé de l'approche schmittienne comme étant une approche décisionnelle.
C'est ça. Peut-être on peut partir de la définition que donne Carl Schmitt de la souveraineté, qui est célèbre, c'est-à-dire est souverain celui qui décide, et là le verbe est important, celui qui décide de l'état d'exception, de l'état d'urgence. Donc comment le comprendre? C'est une définition qui paraît claire, mais qui en même temps est obscure. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'idée que est souverain celui qui décide de l'état d'exception? Encore une fois, c'est parce que pourquoi c'est important de remettre Carl Schmitt dans son contexte historique, c'est que les démocraties parlementaires telles qu'elles ont fonctionné, on va dire au début du XXe siècle, faisaient en sorte que il y avait ce qu'on appelait des parlements qui étaient supposés avoir les pleins pouvoirs, mais le système parlementaire faisait en sorte qu'il y avait une instabilité politique. Et cette instabilité politique débouchait souvent sur l'intervention des corps constitués, c'est-à-dire de l'armée, de la police, pour rétablir l'ordre. Et c'est ce que Schmitt appelle l'état total. C'est-à-dire que les démocraties parlementaires, contrairement à leur prétention qui était de mettre en place un sujet politique individuel, créent au contraire un état total, un état obligé d'intervenir partout parce que les acteurs politiques n'interviennent nulle part. Et donc, Schmitt a bien remarqué cette contradiction chez on va dire, les prétentions des libéraux politiques. Et d'ailleurs, il les a bien critiqués parce qu'au final, quand il y avait des instabilités politiques militaires, se décrétait l'état d'urgence, souvent sur initiative militaire, et on voyait là encore que c'était l'armée qui avait le pouvoir, contrairement à ce que prétendaient les libéraux à l'époque. Et donc, quand Carl Schmitt parle de ce qu'on appelle le décisionnisme, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que c'est pas un terme qu'il utilise, on va dire, c'est plus un terme qui lui a été attribué par ses exégètes, mais on va dire c'est plus, il est dans une approche où que de toutes les manières on ne pourra définir celui qui a le pouvoir que quand on sera dans une période de crise, et celui qui décidera on va dire de l'ordre public et de la mobilisation des ressources sera le souverain. Et a été le souverain. Et on le voit aujourd'hui. Alors après, dans un contexte contemporain, peut-être qu'effectivement, on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait une crise grave pour découvrir qui est le souverain, et qu'au niveau, par exemple, constitutionnel, on peut définir souverainement qui aura la prérogative de décréter l'état souverain, la situation d'urgence, et quel contenu donner à la situation d'urgence. C'est-à-dire qu'est-ce que pourra faire l'État et ne pourra pas faire l'État dans une situation d'urgence. Parce qu'effectivement, chez Carl Schmitt, il y a l'idée qu'il établit un parallèle entre le miracle du point de vue de la théologie et l'état d'exception du point de vue de la politique. En partant de l'idée que Dieu crée le monde, il établit des lois, le fonctionnement de la nature, mais quand Dieu le veut, de manière libre et souveraine, il peut suspendre les lois de la nature, c'est-à-dire les récupérer et produire quelque chose de totalement libre qu'on appelle un miracle. Et donc il établit un parallèle avec l'État en disant que l'État, il y a des lois de fonctionnement, il n'intervient pas en permanence puisqu'il y a des lois, le code pénal, le code civil, mais quand il le veut, de manière souveraine, sans en référer à un tiers, il peut décider de suspendre tous les droits et de récupérer toutes les prérogatives par décision. Et donc dans le contexte contemporain, peut-être qu'on n'est pas obligé d'attendre effectivement une situation de crise pour pouvoir effectivement définir qui est souverain et qui ne l'est pas. Peut-être qu'effectivement, on est dans une période beaucoup plus formalisée que l'époque de Carl Schmitt, et donc c'est bien de l'avoir contextualisé. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier que chez Carl Schmitt, le politique précède le juridique. C'est-à-dire, quand tu as parlé dans ton développement de la Constitution et de prévoir l'état d'exception dans la Constitution, mais qui met en place la Constitution ? C'est là la question qu'il faut se poser. Et il y a plusieurs exemples. Par exemple, dans les États européens post-45, on a par exemple l'expérience gaulliste en France, où Charles de Gaulle avait, en tant que militaire et en tant que héros de la libération, avait les pleins pouvoirs. Et il a décidé de mettre en place une constitution. Mais on te dira qu'elle a été avalisée par un référendum populaire. Et c'est de là qu'elle tire sa légitimité. Bien entendu, mais encore une fois, le souverain n'est pas forcément dénué de soutien populaire. Et souvent, d'ailleurs, dans la pensée, tu as cité Mussolini tout à l'heure, pour la pensée entre guillemets fasciste, le dépositaire de la souveraineté populaire
c'est le souverain. On va dire c'est une personne incarnée. Le Duce, en l'occurrence. Voilà, le duce, ou ça peut être autre chose. On a par exemple D'accord. les expériences de la Russie de Poutine, où on a un fonctionnement de l'État, on va dire, plutôt démocratique, contrairement à ce qu'on nous dit dans les médias occidentaux. Mais on a effectivement Poutine qui détient à la fois tous les leviers du pouvoir, c'est-à-dire le levier politique, économique et militaire, et qui décide et qui intervient en période de crise, mais qui n'intervient pas partout et tout le temps. D'accord. Après, bon, il y a d'autres problématiques parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans les États modernes, on peut distinguer entre l'État formel et l'État profond. Et Ah l'État oui, ça profond c'est encore autre chose, mais voilà, qui n'est formalisé nulle part, mais qui en réalité possède une bonne partie du vrai pouvoir. Et donc effectivement, on est dans une forme de spectacle proposé par les démocraties représentatives, qui fait qu'on nous présente quelqu'un comme étant souverain ou une structure, le pouvoir législatif, alors qu'en réalité, le vrai souverain est souvent voilé derrière l'État formel, qui n'en réalité qu'un masque et qu'une interface politique. Donc effectivement, aujourd'hui, en même temps, on vit une période de crise, mais on vit une période de confusion totale. On n'a peut-être pas la clarté de l'époque de Carl Schmitt, où effectivement on pouvait distinguer l'ennemi de manière claire et l'ami de manière claire. Aujourd'hui, peut-être que l'ennemi est beaucoup plus mouvant et alors moi, l'ami plus en fluide fait, je serais d'accord avec toi. Je serais d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec toi. Mais on est forcé aujourd'hui de constater qu'on est aussi dans une période de dévoilement. En tout cas, en termes de géostratégie internationale. On a les grands États du monde, les chefs des grands États du monde, à savoir le Trump aux États-Unis, Xi Jinping en Chine et Poutine en Russie, qui sont des chefs d'État, on peut dire, anti-mondialistes, vu que tu as parlé d'État profond, c'est-à-dire de ce complexe qu'on peut appeler à la fois cette congrégation, on va dire, d'intérêts, cette coagulation d'intérêts internationaux, qu'ils soient communautaires, économiques ou militaires. Ces gens-là sont en guerre cet ordre économique mondial, ou bien ce nouvel ordre mondial. Et Carl Schmitt, son analyse aujourd'hui est intéressante parce que les États profonds sont de plus en plus visibles. Euh, par exemple, il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand on disait à la majorité des Marocains que l'Arabie Saoudite était un allié d'Israël, personne ne vous aurait pris au sérieux. Aujourd'hui, c'est clair. Donc on est dans un dévoilement. Il y a plusieurs autres exemples, hein, mais par exemple le soutien à la guerre, aux rebelles syriens chez les Marocains au début, il y avait on va dire un engouement, mais au fur et à mesure que les développements historiques se sont déployés et qu'on a eu, on va dire, une sorte de dévoilement des intérêts, on a une opinion publique qui est qui est de plus en plus sceptique. Et on retrouve aujourd'hui, je veux dire. Certes que l'ennemi est de moins en moins visible, mais ce postulat, il est vrai de 1945 à 2010. Mais depuis 2010, et avec ce qu'on appelait les révolutions, le printemps arabe et même, on va dire, les révolutions colorées en Europe de l'Est, et ce que ça a donné comme chaos et comme, on va dire, inefficacité politique et incompétence, et ce nivellement par le bas, on va dire l'arnaque est de plus en plus visible. D'accord, donc pour reprendre l'idée que tu as développée tout à l'heure par rapport à la pensée de Carl Schmitt, je pourrais te paraphraser en disant que l'ennemi et l'ami deviennent de plus en plus visibles aujourd'hui parce qu'on est dans une période de crise de plus en plus prononcée. Oui, clairement. Aussi bien économique que géopolitique. Au niveau géopolitique, on est en train de quitter le moment unipolaire. On va vers ce qui s'apparente à une multipolarisation du monde, même si ce n'est pas encore très clair. Parce que même si on présente la Russie et la Chine comme amis, on sait très bien que la Chine lorgne sur les ressources naturelles de la Russie, notamment en Sibérie, et que la Russie a une peur bleue de la Chine, notamment en raison des asymétries démographiques et économiques, mais que, vu le contexte actuel, les deux ayant désigné le camp libéral occidental comme étant l'ennemi, de fait, ils se retrouvent amis. Mais ça peut changer. Ça peut changer dans 20 ans, dans 30 ans, effectivement. D'où le fait que tout à l'heure, j'ai parlé de la dimension organique d'ami-ennemi. Ce n'est pas un ennemi religieux, je veux dire, un ennemi pour toujours. C'est un ennemi contextuel et l'ami est un ami contextuel. Et alors, j'aimerais te poser la question. Politique intérieure. Tout à fait. Et donc, j'aimerais te poser la question. Tu as commencé à y répondre.
Pourquoi lire Carl Schmitt aujourd'hui? Parce qu'on voit aujourd'hui un engouement pour Carl Schmitt. Il est traduit un peu partout aujourd'hui, réédité, alors aussi bien en français qu'en chinois, qu'en japonais, qu'en turc, qu'en portugais au Brésil. Donc effectivement, c'est un auteur qui redevient à la mode, peut-être parce qu'effectivement, l'époque ressemble de plus en plus à une époque de crise. Alors, pourquoi le relire? C'est-à-dire, quelle est la pertinence pour le Marocain aujourd'hui de lire Carl Schmitt? En quoi cela va-t-il l'aider à mieux décrypter ce qui se passe actuellement au niveau mondial, en termes de nouveaux clivages idéologiques, en termes de nouvelles dichotomies? Donc pour un Marocain, déjà, il faut comprendre qu'au Maroc, on a un discours au niveau qui a plus ou moins colonisé l'imaginaire, qui est celui de la démocratie libérale en tant que finalité ultime pour le salut de l'humanité. Même si on ne le dit pas comme ça hein, dans les textes, mais quelque part, c'est l'idéal vers lequel on veut aller. Or, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un échec total des démocraties libérales. On l'a vu avec la crise, avec l'incapacité de plusieurs démocraties libérales à trancher dans le tas et à prendre des décisions importantes avec une verticalité de la décision, une absence de la verticalité de la décision. Alors, de ce point de vue-là, et surtout, on est dans la fin on va dire de l'idéal post-chute du communisme. C'est-à-dire qu'après la chute du communisme, les intellectuels américains, notamment Huntington et Fukuyama, où on parlait de fin de l'histoire et du salut de l'humanité par le libre-échange et par la démocratie libérale, aujourd'hui, on a vu que c'est un échec absolu. D'abord, c'est une imposture. Beaucoup plus Fukuyama qu'Huntington. Oui, beaucoup plus. Mais on va dire que même la théorie on va dire, du choc des civilisations est de moins en moins visible. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Après, Non, je vais dire que la fin de l'histoire, c'est plutôt Fukuyama. Huntington, c'est un peu l'antithèse de Fukuyama. Mais les deux, globalement, ont contribué à fournir des armes intellectuelles à l'impérialisme américain. au néoconservatisme. L'un du côté démocrate, Fukuyama, et l'autre du côté effectivement conservateur, pour Ouais, Huntington. c'est ça. Donc, donc je disais qu'aujourd'hui, donc on a quitté ce moment unipolaire, que ce soit d'un point de vue de l'imaginaire ou d'un point de vue géostratégique, qu'aujourd'hui on a des pensées, on va dire des métaphysiques géostratégiques et géopolitiques, on va dire alternatives. On peut parler de l'Eurasie, par exemple, avec la théorie de la quatrième théorie politique de Dugin, qui est très intéressante en fait, qui nous montre une autre vision du monde et une autre vision de l'humanité en tant que telle, et qui est en fait une antithèse de ce qu'on pourrait appeler le monde libéral occidental. Et il y a également aujourd'hui, même au sein du monde libéral occidental, des montées, ce qu'on pourrait appeler faussement les montées du populisme, mais c'est en réalité des peuples qui essayent de reprendre la souveraineté sur la décision politique. Tu en parlais tout à l'heure sur la question de l'État profond. Si on prend l'exemple de la France, le scandale, le génocide d'État qui a été fait pour des raisons de conflit d'intérêts, donc là c'est l'État profond qui se déploie. Et donc peut-être que quand je parlais tout à l'heure de dévoilement, peut-être qu'aujourd'hui en France on sait qui est l'ennemi. Et donc peut-être que les peuples qui essayent qu'on nous présente comme étant des poujadistes et des sectaires et des xénophobes sont souvent des peuples qui essayent de reprendre leur souveraineté, contrairement à la propagande occidentale, que ce soit le Brexit, la montée de Trump, Orban en Hongrie ou même en Italie. Hein. Donc, encore une fois, il faut prendre en considération, je ne dis pas que c'est des alliés, mais il faut prendre en considération cette nouvelle, c'est des alliés, c'est cette nouvelle donne et essayer on va dire, de composer avec pour les intérêts supérieurs du Maroc. D'accord, d'ailleurs, il est intéressant que tu évoques les médias, parce qu'effectivement, l'oligarchie mondialiste au niveau occidental, elle, ne se gêne pas pour désigner l'ami et l'ennemi. Oui, Effectivement, clairement. elle distribue des étiquettes xénophobes, antisémites, donc elle définit l'ennemi de manière objective. Et d'ailleurs, on le voit même dans leur littérature, avec Karl Popper, c'est-à-dire la société ouverte, et ses ennemis
c'est le titre complet du livre. Exact. Donc, il y a des ennemis objectifs de la société ouverte qu'il s'agit de détruire en termes d'image et puis de détruire même physiquement quand la possibilité le permet. Donc, je retiens de cette dernière idée que dans cette tectonique des plaques qui est en train de se déployer à l'échelle mondiale, on voit de plus en plus se distinguer deux mondes avec des nuances et des pluralités dans chacun des deux. Et pour rester dans Carl Schmitt, entre le monde de la Terre, c'est-à-dire l'imaginaire tellurique, donc le bloc eurasiatique, ça peut être également l'Afrique, demain, pourquoi pas, un mouvement africaniste, Kémy Séba, d'ailleurs, on lui passe un bonjour. Et puis de l'autre côté, on a le monde de la mer, c'est-à-dire c'est le monde libéral, le monde Oui, fluide, le monde des flux. Voilà, bravo, tu as socratique par rapport aux puissances tellurocratiques. Donc le Maroc aura un choix à faire. Et donc je pense que nous deux, on se rejoint parfaitement dans le choix de la Terre, donc de la dimension tellurocratique. Et donc, Naïm Abdessamad, je te remercie pour tous ces éclairages-là. Et que peut-être la prochaine fois sera l'occasion d'aborder l'autre livre majeur et beaucoup plus accessible de Carl Schmitt qui s'appelle Terre et mer. Effectivement, ça peut être ça. Donc là, on a fait un petit teaser par rapport à la prochaine vidéo. Donc on se donne rendez-vous à très bientôt et bonne soirée. Merci également. Au revoir.